Hier, on continue à évoquer les conséquences de cette guerre en Ukraine pour l'Union européenne. Faut-il renforcer la défense européenne? Voulez-vous toujours sortir du commandement intégré de l'OTAN? Vous allez débattre avec un ancien Premier ministre italien, président du Conseil italien. Il est aujourd'hui secrétaire général du Parti démocrate en Italie. À ce titre, il débat souvent avec votre allié italien, Matteo Salvini. Mais là, ce soir, ce sera avec vous, Marine Le Pen. Il est président également de l'Institut Jacques Delors. On accueille tout de suite Enrico Letta pour le grand face-à-face. Bonsoir, monsieur Letta. Bonsoir, Enrico Letta. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de débattre avec Marine Le Pen. Vous n'avez pas, on va le dire simplement, la même vision de l'Union européenne l'un et l'autre. Et c'est justement sur cela que vous voulez interroger Marine Le Pen, à l'aune de cette guerre en Ukraine, évidemment. On rappelle que vous avez évolué sur la question de l'Union européenne, Marine Le Pen, par rapport à il y a 5 ans. Il y a 5 ans, vous vouliez sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. C'est fini. Vous ne le souhaitez plus. Vous souhaitez réformer l'Union européenne de l'intérieur. Si j'ai bien compris, Enrico Letta, vous avez la parole. Oui, je commence par ce que je viens d'entendre, parce que sur la question ukrainienne, je pense qu'il y a un point assez important, parce que vous avez mis ensemble des points qui, à la fin, m'arrivent à dire qu'il faut être spectateur de ce qui se passe. Parce que vous dites, premièrement, il y a des justifications dans le manque d'application des accords de Minsk. Vous dites les sanctions. Il ne faut pas faire des sanctions qui touchent aux intérêts des Français, des Italiens, des autres. Donc, à la fin, des sanctions qui ne sont pas des sanctions qui attaquent les Russes. Vous dites qu'il ne faut pas envoyer même des armes aux Ukrainiens. Donc, en fait, il faut laisser que les Ukrainiens soient massacrés par Poutine. Il faut condamner verbalement tout ça, il faut s'arrêter là. C'est ça ce que, à la fin, vous dites? Non, monsieur Letta, pas du tout, parce que je ne suis pas opposé, moi, à un certain nombre de sanctions qui interviennent sur des banques, mais je vous signale que les deux seules banques qui ne sont pas soumises aujourd'hui à l'exclusion de SWIFT, qui est le système mondial d'échange bancaire, c'est la première banque russe et c'est la banque qui permet de payer le gaz qui arrive en Allemagne. Vous voyez, donc, ce que je veux juste, c'est qu'on ne soit pas hypocrite. C'est-à-dire que derrière les sanctions qui sont décidées, les Allemands, par exemple, défendent leurs propres intérêts. Et notamment, ils ne veulent pas ne plus recevoir de gaz russe. Et il se trouve que je pense que la France aussi peut, dans le panel de sanctions qui existe, pouvoir décider de protéger la population française. Parce que moi, c'est ça mon obsession. Protéger les Français, qui aujourd'hui sont dans une situation terriblement difficile sur le plan économique. Aujourd'hui, il faut protéger les Ukrainiens qui sont en train de mourir. Et les deux choses, il faut aider les Ukrainiens et il faut nous payer quelque chose. Si on ne paie pas quelque chose, les Ukrainiens vont mourir. Encore une fois, toutes les sanctions contre les oligarques, aucun problème. Des sanctions contre des banques, aucun problème. Des sanctions qui mettent en cause notre économie vitale. Vitale, monsieur Letta, c'est non. Oui, voilà, moi je le dis clairement. Vous savez très bien que les sanctions qui touchent les oligarques, la partie économique russe, ça touche nous aussi. Non. Il ne faut pas dire, mais oui, évidemment, parce que ça touche tout l'export de nos pays vers la Russie. Donc vous savez que vous dites une chose qui n'est pas vraie. Donc les sanctions vont toucher aussi à nos portefeuilles. Et c'est un choix qu'il faut faire pour sauver les Ukrainiens. Mais moi, j'avais un autre point qui est assez important de mon point de vue, parce que c'est pas la Monsieur Letta, vous partez du principe que les sanctions vont être immédiatement efficaces et que, en réalité... J'espère qu'elles vont être... Le SWIFT va être immédiatement efficace. Oui, mais sauf que le SWIFT ne va pas porter sur la banque qui permet de payer le gaz qui arrive. Donc vous le savez très bien, ne soyez pas hypocrite. Mais est-ce que vous vouliez que le SWIFT parte tout de suite? Non, c'est pas ce que je dis. Je vous dis que nous avons... vous n'êtes pas d'accord avec Donc je suis d'accord, par exemple, avec l'Allemagne, qui considère qu'il ne faut pas empêcher le gaz russe d'entrer en Europe aujourd'hui, parce que les Français que je défends ne peuvent pas se permettre de voir le prix de l'essence, du gaz multiplié par 2, par 3, par 4. Ils ne le peuvent pas. Oui, ils doivent se chauffer, ils doivent circuler en voiture. Ils ont un pouvoir d'achat qui est effondré. Et oui, pardon, mais je vais d'abord penser à eux, même si j'ai un cœur assez grand pour penser également aux Ukrainiens qu'il faut accueillir. Il faut en accueillir les réfugiés. Il faut faire des couloirs humanitaires. Il faut mettre en place toute la diplomatie nécessaire pour réussir à sortir de cette situation. C'est ce que je voulais entendre. Vous nous avez dit que si des sanctions coûtent quelque chose aux Français, aux Italiens, aux Allemands, vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur les sanctions. Et les sanctions, c'est la seule chose qui est possible de faire pour bloquer Poutine sans qu'il y ait l'intervention militaire. On ne veut pas d'intervention militaire, donc il faut les sanctions. Mais j'avais un point sur lequel ce n'est pas la première fois que vous êtes candidate à la présidentielle.
Et en 2017, vous étiez au deuxième tour, au second tour. Donc le monde entier, l'Europe entière, a discuté avec vous, a entendu vos propos. Et en fait, sur la politique européenne étrangère, il y avait deux propos totalement différents entre vous et Macron. Et 2017, moi j'ai retenu ça, c'était les amis, c'est Trump, Poutine, l'ennemi, la Commission européenne. Dans votre campagne électorale, un de vos propos, c'était la suppression de la Commission européenne. Commission européenne qui nous a menés hors de cette pandémie avec les vaccins qui ont été achetés tous ensemble par la Commission européenne. J'ajoute aussi grâce à un commissaire français qui a très bien œuvré, M. Breton. Thierry Breton. La Commission européenne a mis en place ce grand plan de relance avec la dette commune qui aurait été impossible sans la Commission européenne. Donc, tout ça. Alors, Trump et Poutine, vos deux points de référence, je cite ça parce que c'est les mêmes de votre ami et de mon collègue italien, M. Salvini. Trump a terminé son mandat en menant l'assaut à Capitol Hill. Poutine se trouve aujourd'hui à massacrer les Ukrainiens. Est-ce que vous n'avez pas le sens de penser que votre programme de politique étrangère européenne d'il y a 5 ans a fait complètement faillite? Non mais monsieur, je pense que vous avez une vision qui est une vision très caricaturale, parce que la réalité, c'est qu'il y a des tas de sujets sur lesquels moi j'étais en désaccord avec Donald Trump. Il y a une chose avec laquelle je suis en accord, c'est qu'il considérait que c'était le grand retour des nations. Et je suis désolé de vous dire que, comme le dit monsieur Redeker dans le Figaro aujourd'hui, l'Europe, c'est une marqueterie de nations. Or, ce que vous souhaitez faire avec la Commission européenne, et vous le faites d'ailleurs, c'est faire disparaître les nations. C'est leur retirer leur pouvoir. C'est leur retirer donc la capacité pour les peuples de décider pour eux-mêmes. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc vous me dites, est-ce que vous êtes encore contre la Commission? Oui, 100 fois oui. Je considère que la Commission s'est attribué des pouvoirs que personne ne lui a donnés. Et que tout ceci est profondément antidémocratique. Qu'elle avance sans les peuples et même maintenant contre les peuples. Elle doit donc devenir un simple secrétariat. Contre les peuples sur quoi? Contre les peuples sur quoi? Sur l'intégralité des décisions qu'elle... Mais des décisions qu'elle s'approprie. Contre le peuple. Oui, contre le peuple. Mais par exemple, vous voyez, là, elle veut s'approprier la politique migratoire. Eh bien, le peuple français, lui, je crois, veut rester maître de sa politique migratoire. Il n'a pas envie que ce soit des technocrates de la Commission. Excusez-moi, mais ce n'est pas la Commission européenne. Aujourd'hui, c'est le Conseil qui a décidé de demander, et le Conseil, c'est les gouvernements. Donc l'unanimité des gouvernements, même les gouvernements des pays de Visegrad, qui ont accepté et ont demandé à la Commission de faire cet accord sur l'accueil et la garantie aux réfugiés ukrainiens. Mais ça n'a rien à voir. C'est le Conseil, c'est pas la Commission. Mais je ne vous parle pas c'est de le Conseil qui a décidé ça. Parce que c'est pas la Commission qui décide, c'est le Conseil qui décide, c'est-à-dire les gouvernements. Et puis c'est la Commission qui adopte ces décisions. Mais monsieur l'État, on ne parle pas du tout de la même chose. Vous êtes en train de parler des réfugiés ukrainiens, j'en ai parlé, vous savez que je suis pour leur accueil, il n'y a aucune difficulté. Moi, je vous parle du pacte des migrations, par exemple. Je vous parle de la volonté de la Commission de pouvoir donner l'autorisation à des gens sans passer par l'autorisation des États, de venir, de s'installer, de choisir l'immigration économique qui viendrait dans les différents pays européens. Et ça, c'est non. C'est non. Voilà. Oui, mais... Je veux dire, clairement, moi, je suis le défenseur, monsieur l'État, de la démocratie, c'est-à-dire de la liberté du peuple français à décider pour lui-même. Vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire une chose qui n'existe pas, parce que c'est pas la Commission qui va décider. C'est le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements qui vont décider, les gouvernements de 27, et s'ils vont décider, c'est la Commission qui va appliquer cette décision. Ce n'est pas la Commission qui prend un pouvoir qu'elle n'a pas sur ce sujet. Ça, c'est le point essentiel. Donc, vous dites une chose qui n'existe pas dans les faits. Évidemment, vous savez très bien que ce que je dis est vrai, que la Commission ne cesse de s'accorder des pouvoirs. Et d'ailleurs, elle s'accorde même... Elle ne peut pas s'accorder des pouvoirs parce qu'il y a des règles, il y a des traités. Je veux dire, elle s'accorde même des pouvoirs et elle soutient d'ailleurs même des menaces et des chantages directs à un certain nombre de pays en Europe. Je pense évidemment à la Pologne et je pense évidemment à la Hongrie. La réalité, monsieur l'État, c'est que l'Union européenne que vous avez conçue, que vous avez chérie, en réalité est un échec total. Et elle l'a été pour les vaccins, elle l'est pour notre indépendance énergétique, elle l'est pour la maîtrise de nos frontières, elle l'est pour notre économie, elle l'est pour la pauvreté qui n'a jamais été aussi importante. Elle n'est pas pour nos citoyens. On vient de voir maintenant un sondage qui raconte que les citoyens français veulent l'armée
Alors, la par défense exemple. européenne, justement, on va peut-être voir, si vous le voulez bien, on va poser la question. Ce n'est pas un échec pour le monde. Justement. Aujourd'hui, la Moldavie s'ajoute à une série d'autres pays qui demandent « faites-nous entrer à l'intérieur de l'Union européenne », voir, si vous qui est le voulez seul bien, cas de succès au monde sur la d'intégration comme celle que si vous le voulez bien, sur la défense européenne, je voudrais revoir le sondage qu'on a. Alors, c'est pas de tous les Français, c'est les 200 Français qui sont autour de nous, qui sont donc plutôt très majoritairement favorables à une armée européenne, à une défense européenne. Ça, c'est le serpent de mer. On en parle depuis des années, la défense européenne, et ça n'avance pas. Et puis, soudainement, depuis une semaine, depuis le début de cette guerre en Ukraine, on a l'impression qu'il y a un début d'Europe politique, qu'il y a une puissance européenne qui se réveille, avec une volonté de défense européenne. Est-ce que cela, vous le souhaitez, Marine Le Pen, ou est-ce que vous dites sûrement pas ? Je pense que beaucoup de Français pensent que cette armée européenne aurait la capacité d'être autonome et indépendante par rapport à l'OTAN. Et c'est une erreur. Car la réalité, c'est que l'armée européenne, si elle se faisait, et elle n'a jamais pu se faire, et elle ne se fera jamais. Voilà, je pense vraiment qu'elle ne se fera jamais. De Gaulle a essayé, il n'a pas réussi. L'Allemagne, et pourquoi ? Parce que l'Allemagne, au dernier moment, lui a dit, en réalité, nous, ce sera l'OTAN. l'OTAN. Donc, il ne peut pas y avoir une armée européenne indépendante, et en même temps, être sous le parapluie de l'OTAN. C'est ou l'un ou l'autre. Et c'est là où je pense que les Français sont induits en erreur. Donc, s'il existe une armée européenne, elle sera de toute façon sous direction de l'OTAN. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mme Pécresse. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mme Pécresse il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures. Elle a dit, moi, mon pilier, c'est l'OTAN et la défense européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Marine Le Pen ? Moi, je pense en réalité que maintenant, il y a un momentum très important en faveur d'une poussée pour une armée européenne, donc une défense et sécurité européenne, des Européens. J'ajoute que c'est ce que les peuples et ce que les pays européens demandent le plus. Naturellement, alliés avec les États-Unis. C'est une question essentielle, parce qu'avec les États-Unis, on partage les mêmes valeurs, les mêmes grandes valeurs. Mais il est évident que ce qui est en train de se passer en Ukraine avec la Russie, l'agression russe, est quelque chose d'énorme, qui change complètement la boussole du monde. Et sur cette boussole, il faut changer aussi notre réponse. Et là, c'est le point sur lequel je trouve que vos réponses sur la relation avec la Russie et Poutine, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, il y a 3 jours, je me suis trompé, Poutine n'est plus bon. Parce que dans les dernières années, pas seulement avec vos positions ici, parce que ici vous parlez à la télé, au Parlement européen, vos représentants votent. Les députés européens. Ils votent. Et vos représentants ont voté. Pendant toutes ces dernières années, ils ont voté en faveur de Poutine sur l'arrestation de Navalny, contre les sanctions à la Biélorussie. Vous me dites non ? Non, mais vous pouvez me donner des votes comme ça parce que je connais la manière dont fonctionne le Parlement européen et je sais très bien que, encore une fois, il y a parfois dans un texte non pas un sujet, mais 25 sujets sur lesquels on a des difficultés à voter parce qu'on est souvent en désaccord. Vos députés ont voté contre la résolution qui condamnait Poutine sur l'arrestation de Navalny. Vos députés ont voté contre ce que l'Europe disait en faveur des sanctions sur la Biélorussie. Ça, ce sont des choses que vos députés ont fait au Parlement européen. Ce n'est pas des discours à la télé. Nous avons aussi voté contre les résolutions où vous vouliez condamner la Pologne et la Hongrie, parce que la Pologne et la Hongrie souhaitaient que leur constitution ait une valeur supérieure au texte européen. C'est autre chose. Non, il n'y a pas de guerre. Pas complètement. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Il n'y a pas de mort. Alors, les choses que je suis en train de vous dire sont des choses qui emmènent des morts. La guerre, elle a quelques jours, excusez-moi. Mais non, elle n'a pas de quelques jours, parce que la Crimée a été annexée. Et vous avez... Monsieur, il n'y a pas eu un mort en Crimée. Et vous avez... Il n'y a même pas eu un réfugié en Crimée. Et vous avez voté en faveur au Parlement européen de l'annexation de la Crimée. Donc, le discours que vous avez fait vrai auparavant... ou pas vrai, sur la Crimée, pour vous, la Crimée est russe. Mais bien sûr, parce qu'il y a eu un référendum, il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu une goutte de sang, il n'y a pas eu un réfugié. Voilà. Il y a eu une invasion russe. Et l'arrestation de Navalny, vous la condamnez ? Non mais écoutez, je veux bien qu'on parle de M. Navalny, mais honnêtement, M. Navalny n'est pas un personnage très fréquentable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc arrêtons aussi, encore une fois, de donner toutes les qualités à quelqu'un qui n'en a pas. Je vous assure qu'il serait en France, il serait probablement condamné devant les tribunaux correctionnels, là aussi. Donc il mérite d'être en prison.
vos yeux. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis que je ne connais pas les affaires. Je sais qu'il avait été effectivement condamné pour des affaires de droit commun, en l'occurrence, mais que surtout, il développe une idéologie qui est éminemment contestable. Mais monsieur l'État, vous pouvez pas tout mélanger. Parce que la guerre, elle a effectivement quelques jours. Oui, pour la Crimée, il y a eu un référendum. Et vous le savez bien, la Crimée a été bien plus longtemps russe qu'elle n'a été en réalité ukrainienne. Et la population intégralement était russophone. Et intégralement, la population souhaitait d'ailleurs être russe. On peut avoir des désaccords là-dessus. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas en tirer aucune autre conclusion. Ce que je veux dire, c'est que cette Union européenne que vous avez créée, qui au départ devait... au tout départ, en 57, devait nous protéger en termes d'indépendance pour l'acier et le charbon, devait nous protéger en matière d'indépendance énergétique, devait nous protéger avec un marché douanier. Eh bien, vous en avez fait un hall de gare où, en réalité, la concurrence déloyale n'a jamais été aussi importante. Nos agriculteurs, nos industriels n'arrivent plus à faire face parce que vous n'avez pas mis en place les protections pour pouvoir leur permettre de se battre à armes égales. Vous en avez fait un continent ouvert à tous les vents d'une immigration massive, anarchique, qui entraîne chez nous des problématiques qui sont des problématiques majeures. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous dire que oui, je pense que l'Union européenne doit prendre des actions aussi de protection des populations. Répondez à ça. Pour régler le problème ukrainien et faire de la diplomatie, avancer sur ce sujet-là, évidemment, mais que va faire l'Union européenne pour protéger le quadruplement du prix du gaz pour les Européens? On va en parler dans un instant. Que va-t-elle faire? Là, c'est avec Francis Letellier que vous parlerez. Pour l'instant, elle n'a pas d'idée. L'Union européenne peut faire une chose essentielle, l'union de l'énergie. Êtes-vous d'accord de nous mettre ensemble, tous les Européens, parce que si on se met ensemble, on est capable de prendre le gaz ou d'autres moyens d'énergie à un prix mineur. Mais jamais de la vie, monsieur l'État. Donc chacun pour soi. Mais jamais de la vie. Mais ça, c'est le point que je conteste à votre discours. Parce que votre discours sur l'Europe est le discours d'une Europe dans un monde des années 60, qui n'existe plus. Parce que le monde des années 60 avait 3 milliards d'habitants, dont nous, les Européens, on était 500 millions. Le monde d'aujourd'hui, c'est 8 milliards d'habitants, dont nous sommes toujours les mêmes. 500 millions. Donc, la différence essentielle, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, on est tous plus petits. Ou bien on se met ensemble, et alors en tant qu'Européens, on est capable d'avoir la même influence que les Chinois, les Russes. Si vous continuez à imaginer que chacun pour soi fait tout seul, c'est un espèce de discours de politique étrangère à la OSS 117. Monsieur l'État, années 60. Mais ce n'est pas aujourd'hui ça. C'est pas aujourd'hui ça. Pourquoi la France pour être tous ensemble, en face de la Chine, en face de la Russie, c'est seulement tous ensemble. Vous pensez que la France toute seule peut être en face de la Chine? Vous pensez que la France toute seule peut être en face de la Russie? Seulement tous ensemble. On a battu Trump parce qu'on était tous ensemble. Parce que Trump voulait faire les mesures contre l'économie et contre le commerce de nos pays européens. Et donc, pour sauver les voitures allemandes, on a sacrifié l'agriculture française. Non, le vin, le camembert et tous les autres produits français et italiens, le parmigiano et tout le reste, on les a sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que la Commission européenne a dit à Trump, si tu touches au camembert, on fait nous-mêmes, tous ensemble, des mesures contre tous les États-Unis, tous ensemble. Et tout ça a marché parce que l'Europe, tout ensemble, est beaucoup plus crédible qu'un seul pays tout seul. Allez, Marine Le Pen, vous répondez. L'Union européenne, pour vous, est une religion. Non. Moi, je ne suis pas une idéologue. C'est le futur dans un monde dans lequel la Chine est énorme, la Russie est énorme, ou bien on a la dimension européenne, ou bien les autres ne seront pas en condition d'être sur nous quelque chose de différent de ce que ça a été dans le passé. Monsieur l'État, vous êtes un idéologue. J'ai l'impression de revivre ce qu'on vivait. Je vous ai parlé du camembert et du Bordeaux, je ne vous ai pas parlé d'idéologie. J'ai l'impression d'être à l'époque où on nous disait le communisme ne fonctionne pas, il en faut plus. Eh bien, ça fait des années que vous nous dites que l'Union européenne ne fonctionne pas, alors il en faut plus. Et à chaque fois qu'il y en a plus, ça fonctionne moins. Non. Alors, je vais vous répondre sur l'énergie. Est-ce que je veux un marché énergétique européen? Sûrement pas, monsieur l'État, vous voyez? Sûrement pas. Parce que je ne vais pas faire payer aux Français les erreurs des Allemands. Les Allemands ont dénucléarisé totalement
leur pays. Aujourd'hui, ils sont dépendants à 40% du gaz russe. Nous, en France, nous avons fait le choix du nucléaire et nous sommes quasiment indépendants. Et parce que vous voulez nous imposer une solidarité, les prix qui sont payés par les Français aujourd'hui sont bien supérieurs à ce qu'ils devraient payer si on s'appuyait uniquement sur notre propre capacité de production énergétique. Allez, eh bien, cette injustice-là, Monsieur l'État, non. Alors, faire des coopérations dans un certain nombre de domaines, comme on a fait avec Airbus, comme on a fait avec Ariane, si chacun des pays en tire un bénéfice, oui. S'il s'agit de sacrifier le peuple français à l'idéologie que vous défendez et les ruiner, parce qu'aujourd'hui, ils sont ruinés et demain, ils risquent de l'être. Non, pour une raison très simple. Justement, cette dépendance, je suis en désaccord. Et donc, je terminerai en vous disant que non seulement je ne veux pas un marché européen, mais je veux même en sortir. Je veux sortir du marché européen de l'électricité aujourd'hui pour que, à nouveau, les Français puissent bénéficier de leur investissement, de leur choix, qui étaient les bons, pour pouvoir avoir une énergie, qu'elle soit d'ailleurs électrique, qu'elle soit électrique ou gaz, puisque les deux, vous le savez, sont aujourd'hui indexés, la moins chère possible. Et que nos industries aussi puissent avoir cet avantage compétitif que nous avons payé, nous, nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Mais vous savez, ce point-là que vous citez, vous le citez exactement dans le discours que j'ai fait auparavant. Vous faites le discours des années 60. C'était le bon vieux temps. Ah oui. En Italie, c'est le bon vieux temps, mais en tout cas, c'est l'Allemagne qui change d'avis, Monsieur l'État. Chez vous, on dit les 30 glorieuses. Vous voulez revenir aux 30 glorieuses. La différence, c'est que dans les 30 glorieuses, il n'y avait pas de Chine. Il n'y avait Quel rapport avec la Chine, là? Oui, parce que la mondialisation a été aujourd'hui quelque chose qui a bouleversé le commerce mondial, qui a bouleversé la chaîne de valeur et tout ça. Et dans tout ça, la seule façon, c'est d'être ensemble, nous les Européens. Si vous pensez d'être toute seule, bon, je pense que ça ne va pas marcher. Les Français ont déjà... vous ont déjà démontré que ça ne marche pas. Et je doute aussi qu'avec la pandémie, on a démontré qu'ensemble, on a été capable de battre sur les vaccins la pandémie. Si c'était tout seul, ça aurait été impossible de le faire. Je suis totalement en désaccord avec vous, mais totalement en désaccord. Nous avons eu des vaccins plus tard que ceux qui les ont commandés parce qu'ils étaient une nation et probablement plus cher. Mais Monsieur l'État, encore une fois, vous défendez une idéologie qui a échoué. Je défends Donc revenons à une Europe des nations libres, des nations souveraines. Et croyez-moi, j'ai beaucoup d'alliés, contrairement à ce que vous dites, et vous le savez bien d'ailleurs. Non, vous en avez très peu, madame. Non, j'en ai, croyez-moi. Même Salvini est en train de vous quitter parce qu'il soutient le gouvernement Draghi. Non, vous connaissez Draghi, Draghi, c'est le grand banquier, Salvini, votre grand allié italien, soutient le gouvernement Draghi. Vous savez très bien pourquoi. Donc vous êtes encore plus seul. Non, c'est pas vrai. Toute seule. Non, c'est pas vrai, Monsieur l'État. Merci, même Salvini. Vous savez très bien que ça n'est pas vrai. Et vous ne grandissez pas d'ailleurs en utilisant cet argument, parce que vous savez très bien que Matteo Salvini est un allié extrêmement fidèle. Mais il y a les Hongrois, il y a les Polonais, il y a tous ceux qui sont attachés en fait à la démocratie. Est-ce que vous soutiendrez un gouvernement Draghi? Non, mais moi je n'ai pas un système à l'italienne, voyez-vous. Et heureusement d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire. Donc nous avons un système présidentiel. Vous aimez le fait que Salvini soutienne Draghi? Merci Enrico Letta. Pas de combinazione en France, vous le savez bien. Exactement. Merci à Enrico Letta d'avoir accepté. En tout cas, c'était passionnant de débattre avec vous, Marine Le Pen. C'était original et passionnant d'entendre quelqu'un, un Européen, quelqu'un qui vient d'ailleurs,